Aujourd'hui, nous avons la chance de nous entretenir avec Julie Tso, qui a réalisé un reportage sur les mères porteuses pour ID News. Comment vous est venu votre intérêt pour le sujet des mères porteuses en Ukraine en particulier? Alors mon intérêt pour cette question est parti d'une quête personnelle. J'ai moi-même souffert de problèmes d'infertilité et à un moment donné envisagé de passer par une mère porteuse. J'ai au final choisi de ne pas, recourir à cela, mais quand la guerre en Ukraine a éclaté, j'ai tout de suite compris qu'il se passait quelque chose de fondamental dans cette industrie et du coup j'ai décidé de m'y intéresser. Et comment ça se passe-t-il sur le plan mental, physique, psychologique pour ces femmes que vous avez rencontrées? Quels sont leurs parcours de vie? La plupart de ces femmes, choisissent de devenir mères porteuses pour des raisons financières. Ça, c'est clairement la motivation de base. Ce qui m'a énormément frappée, c'est qu'elles portent à elles seules souvent le destin de toute une famille. Elles le font pour donner un avenir à leurs enfants, peut-être pour envoyer une fille à l'université, pour ouvrir un salon de coiffure, pour s'acheter une maison. Il y a toujours une envie d'améliorer le sort, de la famille. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est en général pas non plus des femmes qui viennent des couches les plus pauvres de la population. C'est très souvent des femmes de classe moyenne qui souhaitent en fait améliorer leur sort. Qu'elles le font avec un projet. Oui, il y a toujours un projet très clair. Quelle est la différence entre leur projet et finalement la réalité qu'elles rencontrent sur le terrain, dans la réalisation du fait d'être mère porteuse pour autrui? Alors dans une majorité des cas, ça se passe très bien, mais il y a effectivement une minorité de cas où des abus graves se passent. En général, c'est lié à des agences, parce qu'il y a toujours une agence qui agit comme intermédiaire entre les parents et la mère porteuse. Et certaines de ces agences ont des pratiques assez discutables. Dans le cadre de mon reportage, une des histoires que je raconte, c'est celle d'une petite fille qui s'appelle Bridget et qui est née handicapée suite à une GPA. Et ses parents, qui étaient un couple américain très fortuné, la mère travaillait à Hollywood, enfin c'était vraiment des gens qui avaient les moyens, ont décidé d'abandonner cet enfant qui a donc été placé dans un orphelinat en Ukraine. Elle a finalement été adoptée par un autre couple américain, un couple de pasteurs. Mais ce genre de cas absolument tragiques existe. Il y a aussi des cas de mères porteuses qui vont se faire transférer trop d'embryons et qui ensuite vont devoir subir ce qu'on appelle une réduction. Donc certains des embryons qui ont pris vont être supprimés. Il y a des mères porteuses qui vont perdre leur utérus à cause de complications médicales. Il y a dans certains cas des abus assez graves. Si vous voulez faire porter un enfant par une mère porteuse en Ukraine, comment est-ce qu'on procède? Alors ces agences sont en général basées en Ukraine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de 2010, la plupart des autres pays, notamment en Asie, qui autorisaient la GPA, l'ont interdite. Et l'Ukraine est devenue la destination numéro 1 sur le plan mondial pour la GPA. Juste avant la guerre, elle accueillait environ 40% des GPA sur le plan mondial. Il y a une cinquantaine d'agences qui proposent leurs services. Et en gros, ce qui se passe, c'est que les parents vont contacter une agence, vont nouer un contrat avec cette agence et l'agence va ensuite trouver la mère porteuse et jouer un rôle d'intermédiaire durant toute la grossesse et même après la naissance. Et que pensez-vous, à titre personnel, après avoir rencontré ces femmes? On en parle beaucoup, les gens ne savent pas trop comment... Finalement, souvent, les gens ne savent pas quoi penser de ce métier. Est-ce que c'est un métier pour vous? Est-ce que c'est une prestation standard? Oui, c'est un métier. Enfin, là, quand je dis ça, je me base sur ce que ces femmes m'ont dit. La chose qui m'a frappée, c'est que pour la plupart, une chose qu'il faut préciser, c'est que l'embryon qui leur est implanté ne provient pas de leur matériel génétique. Elles ne sont jamais la mère de cet enfant. Le matériel génétique vient des parents d'intention. Et si ces femmes avaient bien sûr développé un certain lien affectif avec l'enfant qu'elles portaient, ce n'était pas du tout un lien maternel. Elles étaient très claires dans leur tête. Ce n'est pas mon enfant, je fais ça comme une prestation. Et certaines m'ont dit, je ne sais pas comment je vais réagir après que l'enfant soit né, mais elles étaient très claires, elles n'avaient pas du tout envie de garder cet enfant. Donc ça, c'est une idée reçue que je trouve il est important de combattre. Et d'ailleurs, pour devenir mère porteuse, il faut soi-même déjà avoir eu un enfant. Donc ces femmes ont toutes déjà un enfant. Une poignée de celles que j'ai interviewées ont eu leurs propres autres enfants après avoir fait des GPA, parfois financés grâce à justement la GPA.
Et du coup, sur le plan émotionnel, pour elle, c'était quelque chose de très transactionnel, dans le fond. Et ce qu'elle m'a aussi beaucoup dit, c'est qu'elle s'opposait beaucoup à ce discours de victimisation qu'on leur impose énormément dans le monde occidental. Plusieurs d'entre elles m'ont dit c'est mon corps, c'est mon choix, ce qui fait écho évidemment à des débats comme celui sur l'avortement. D'autres étaient même indignées, y ont vu une sorte de vision un petit peu paternaliste. L'une d'entre elles m'a dit c'est pas parce que je viens d'un pays pauvre que je peux pas faire un choix informé, que je peux pas décider pour moi-même et en toute connaissance de cause. Donc je crois que ça, c'est quelque chose d'assez important à mentionner. Enfin, moi, en partant dans ce sujet, je n'avais pas d'idée préconçue ni en positif ni en négatif. Et à la fin, je dois dire que c'est tout en nuances de gris, c'est pas noir-blanc. Et dites-moi, est-ce que certaines nous ont parlé de l'expérience avec leurs enfants, s'ils avaient déjà des enfants auparavant, le fait d'être enceinte et un jour de rentrer à la maison, de ne pas avoir le bébé finalement, comment ça se passe? Alors, une des choses qui est le plus difficile pour elle, c'est pas comme on pourrait le penser justement le lien à l'enfant ou toutes ces choses-là. C'est en fait comment elles gèrent le rapport avec leur propre famille. Et ça, c'est notamment parce qu'en Ukraine, qui est un pays relativement religieux, le fait de devenir mère porteuse est très stigmatisé. Donc ça, c'était le principal problème qu'elles affrontaient dans le fond. C'est que certaines d'entre elles ne pouvaient pas dire à leur famille qu'elles étaient en train de faire une GPA, ou même à leurs propres enfants. Ce qui fait que certaines d'entre elles vont par exemple dire qu'elles ont une opportunité de travail dans la capitale Kiev, que lorsqu'elles commencent un petit peu lorsque ça commence à se voir, et vont partir et accoucher et en fait pouvoir en parler à personne, ce qui est évidemment extrêmement isolant. Mais ça, c'est vraiment dû à la stigmatisation qu'on trouve dans la société ukrainienne par rapport à ça. Et par rapport au prix, vous savez comment il est fixé? Quelle est la part prise par les agences, la part que récupère la mère? Oui, alors ça peut varier pas mal selon les agences et autres, mais en général, elles récupèrent environ 50% du montant total qui a été versé par les parents. Ça équivaut en général à 20-25 000 francs suisses qu'elles touchent pour une GPA. Il faut savoir que dans ces pays, le salaire moyen, même pour des professions relativement qualifiées comme enseignants ou autres, ne dépasse pas quelques centaines de francs par mois. Donc le fait de toucher une somme pareille, ça peut vraiment changer une vie en fait. Ça peut permettre d'acheter une maison, ça peut permettre de lancer un commerce, ça peut permettre d'assurer l'avenir d'une famille pendant pas mal de temps. Est-ce que vous pensez que si la GPA était autorisée dans des pays tels que la Suisse ou la France, les gens iraient quand même en Ukraine parce que ce serait moins cher? C'est possible que les gens iraient tout de même pour des questions financières, parce que ça reste une somme assez conséquente, hein. Il faut compter entre 50 000 et 80 000 francs pour ce genre de choses. Après, je pense qu'à cause des complications légales et autres, si c'était autorisé en Suisse, par exemple, je pense qu'une partie importante des gens resterait ici. D'ailleurs, un autre pays où c'est autorisé, l'un des derniers autres pays où c'est autorisé, c'est les États-Unis. Mais aux États-Unis, ça coûte entre 150 000 et 200 000 francs, ce qui fait que certaines personnes y vont effectivement, mais pas tout le monde. Donc de votre expérience, vous diriez plutôt qu'il y a quand même des côtés positifs, des histoires qui se terminent bien et qui permettent à ces femmes finalement de poursuivre un projet et d'avoir une famille elles-mêmes dans de bonnes conditions. Oui, tout à fait. Et puis une autre chose qui m'a vraiment frappée dans le cadre de ce reportage, ce sont les relations très fortes qui ont été nouées entre les mères porteuses dans certains cas et les parents d'intention. Et ça, c'est surtout devenu apparent lorsque la guerre a éclaté en Ukraine, parce que ça a fait voler en éclats toute cette industrie. Évidemment, les femmes qui étaient enceintes se sont soudain retrouvées sans soutien de la part des agences, obligées de fuir sur des routes remplies de réfugiés, la crainte de peut-être devoir accoucher dans un bunker, enfin toutes sortes de situations catastrophiques. Certaines ont dû être évacuées en Pologne. Et en Pologne, la GPA est interdite, donc ça a soulevé toutes sortes de questions légales. Qui serait la mère de l'enfant légalement, etc. Et dans ce cadre-là, en fait, certaines ont trouvé un appui très fort du côté des parents d'intention. J'ai notamment eu accès à plusieurs mères porteuses qui étaient ensuite parties vivre dans le pays de la mère, des parents d'intention. Et notamment, une histoire qui m'a vraiment frappée, c'était l'histoire de Ivona et Cathy. Donc Ivona était la mère porteuse des jumeaux de Cathy, une paysanne irlandaise, éleveuse de moutons. Et quand la guerre a éclaté, Cathy est venue chercher Ivona et ses enfants en Ukraine pour les ramener en Irlande.
et ils vivent maintenant tous ensemble sur la ferme de Cathy, avec la mère de Nivona qui est aussi venue, par la suite et en fait, c'était une très belle histoire parce que, elles ont en fait noué une sorte de famille recomposée avec, les enfants d'Ivona, les enfants de Cathy nés par, le biais d'Ivona et certains récits sont très beaux comme ça. Oui, c'est une belle histoire, ça fait un peu conte de Noël, non? Ce métier serait quelque chose qui pourrait être est-ce qu'il y aurait des choses à apprendre, en fait, finalement, pour faire comme dans chaque métier, comme dans chaque prestation? Est-ce qu'il y aurait des qualités à avoir pour, faire ce métier plus que d'autres? Oui, alors comme je disais au début, la motivation principale reste financière. Ça, il faut être très clair là-dessus et d'ailleurs, certaines des agences vont vendre, la GPA en disant, elles le font pour des motifs altruistes, elles veulent aider les parents. Non, c'est vraiment pour des questions financières et c'est pas en soi un problème, mais je crois que ça, c'est une nuance importante à apporter. Après, dans certains cas, une envie d'aider vient se rajouter là-dessus. De nouveau dans l'histoire de Ivona et Cathy, Ivona avait déjà été mère porteuse, dans le passé et avait décidé qu'elle ne voulait plus le faire. Mais en entendant l'histoire de Cathy, qui est une histoire très traumatique, d'une fausse couche à 7 mois, elle a failli mourir, enfin, une histoire assez terrible, Ivona a effectivement décidé qu'elle allait de nouveau devenir mère porteuse spécifiquement parce qu'elle voulait aider cette femme. Donc ça arrive, mais je crois qu'il faut rester clair que la motivation D'accord. financière est la première. Ouais. Merci beaucoup, Julie, pour ce témoignage. Merci. Bonjour Bernard. Bonjour Cécile. Alors, nous allons parler aujourd'hui de la gestation pour autrui. Mmh. S'agit-il, selon vous, d'une sorte de, comme certains le pensent, de marchandisation du corps humain, dans laquelle on aurait une vente de bébés, une location de ventre de femmes? Ou s'agit-il plutôt, comme nous en a parlé Julie Tsaug, du droit des femmes à disposer de leur corps comme elles l'entendent? C'est une vision plus féministe. Quel est le statut, du métier de mère porteuse selon les éthiciens? Où en est le débat? Alors, je pense qu'il faut d'abord distinguer ce qu'on appelle la gestation pour autrui altruiste de la commerciale. Alors altruiste, c'est peut-être pas très fréquent, mais il y avait eu un cas il y a une trentaine d'années, je crois, d'une Sud-Africaine qui avait porté l'enfant de sa fille, parce que sa fille avait un problème utérin. Donc elle avait été, entre guillemets, la grand-mère de son enfant. Mmh. Et ça, évidemment, c'était pas contre, rémunération, c'est vraiment ce qu'on appelle la GPA altruiste. Maintenant, c'est pas le cas le plus fréquent, c'est pas le cas dont on parle. Je crois que la GPA altruiste, j'ai pas vu beaucoup d'objections. Alors Mmh. peut-être que certains conservateurs qui pensent que la famille, c'est quelque chose de sacré, ils verraient des objections, mais ça n'a pas été le cas. Effectivement, en Europe, notamment en Europe, la GPA, commerciale, c'est rappelons-la Mmh. comme ça, se heurte à nombreux obstacles et surtout, à une certaine indignation même, de la part de certains, qui parlent de marchandisation du corps de la femme, comme si la femme vendait quelque chose. Alors là, je pense qu'il faut faire attention. Il y a des problèmes effectivement avec la marchandisation du corps humain, par exemple, quand on parle de vente d'organes pour les transplantations, parce que là, véritablement, les abus sont immédiatement là. Mais il y a d'autres parties de son corps qu'on vend, comme ses cheveux, à part le philosophe Kant qui voyait une horreur, mais je veux dire, c'est pas particulièrement condamné. On peut vendre ses cheveux, hein. On peut donc certaines parties de notre corps nous posent un problème, d'autres pas. Dans le cadre des mères porteuses, d'abord, il y a aucune vente. On ne vend pas une partie de soi ni un produit de son corps. Alors on pourrait dire, pour filer la métaphore commerciale, qu'on loue une Mmh. partie de soi-même. Donc on loue une partie de soi-même, on loue surtout une capacité de gestation à quelqu'un qui en a besoin. Mais dans le fond, louer une capacité corporelle que l'on possède pour satisfaire les besoins de quelqu'un, mais c'est la définition même du salariat. Tout salarié vend sa force de travail. Alors, évidemment, on peut entendre plusieurs choses par force de travail, mais vend ses capacités pour satisfaire les besoins de quelqu'un d'autre contre rémunération. Et de ce point de vue-là, moi, je pense que le débat sur la marchandisation n'a pas vraiment lieu d'être. Par contre, par contre, je pense qu'une objection plus sérieuse, c'est celle de l'exploitation ou de l'instrumentalisation. Alors, surtout que ça fait écho en bioéthique, hein, parce que instrumentaliser l'être humain, c'est un péché, si on peut parler de péché en éthique, hein, capital. Alors, j'ai mentionné Kant auparavant, et Kant insiste beaucoup sur le fait que l'être humain ne doit pas être instrumentalisé parce que ce n'est pas une chose, mais une personne, et qu'une personne
est doué d'autonomie, de liberté, et qu'il faut respecter tout cela. Alors, la question est de savoir, s'il y a instrumentalisation, est-ce que toute instrumentalisation est moralement répréhensible ou non? Alors, la réponse immédiate, c'est non, parce qu'on s'instrumentalise continuellement. Enfin, vous m'instrumentalisez en me posant des questions, etc. Enfin, je veux dire, la vie humaine, on a besoin d'autrui, et la vie humaine est une instrumentalisation constante. Alors, qu'est-ce qui la rend admissible ou inadmissible? Eh bien, c'est le consentement libre et éclairé. Si je consens à être instrumentalisé, c'est-à-dire à rendre service, ça peut être ça, ou contre paiement ou pas, eh bien, et que mon consentement est libre et éclairé, il n'y a aucun problème moral. D'où la question de savoir si, dans le cas de la GPA, le consentement est libre et éclairé. Alors, éclairé, c'est pas trop difficile de s'en assurer. Enfin, il faut quand même que les personnes soient renseignées sur ce qui se passe. Libre, ça a été contesté. Effectivement, on entend dire, mais c'est des femmes dans des pays pauvres, elles n'ont pas le choix parce qu'il faut qu'elles fassent vivre leur famille. Donc, leur consentement n'est pas libre pour cette raison-là. Moi, je pense que là aussi, il faut faire attention. Nous prenons tous des décisions dans des contextes où il y a des pressions. Et notamment, nous devons tous gagner notre vie. On est condamnés aux travaux forcés sur la Terre, à moins de dépendre complètement d'autrui. Et donc, le fait qu'il y ait un accord de ce genre-là, que le consentement soit fait dans ces conditions-là, n'est pas en soi moralement problématique. Alors, certains vous diront, oui, mais enfin, toutes ces femmes disent toutes, ah, mais si je pouvais faire autre chose, je le ferais. Enfin, je ne sais pas si elles le disent toutes, c'est ce qu'on a dit. D'abord, ce n'est pas vrai. Parce qu'à une certaine époque, quand la GPA a été autorisée en Inde, je me souviens d'avoir eu un témoignage d'une femme qui disait que le fait d'avoir accepté de porter l'enfant pour quelqu'un d'autre, et donc elle s'était retirée pendant 9 mois hors de son village parce que ce n'était pas très bien vu, bien, elle trouvait que c'était une libération parce que elle avait échappé au poids de sa belle famille, qui semble-t-il en Inde quelque chose d'assez pesant. Donc, bon, d'abord, c'est pas vrai. Puis ensuite, dans le fond, si je pouvais, je ferais autre chose. Moi, c'est un discours que j'entends tous les jours. Il y a plein de gens qui ont un métier alimentaire, mais qui probablement pourraient faire autre chose. Nous, on est probablement parmi les rares privilégiés dans les enseignants, de pouvoir dire qu'on est bien content de faire ce que l'on fait et d'être un peu frustré d'être mis à la retraite à un certain âge. Donc, je pense que, de manière générale, l'argument du fait que le consentement ne serait pas libre est un argument qui ne porte pas dans sa généralité, en tout cas. Bien sûr, il peut y avoir des cas d'exploitation particulière. Mais alors, les opposants ont utilisé un second argument en disant « Ouh là là, mais louer son corps à quelqu'un, c'est contre la dignité humaine. Oui. » Alors évidemment, ça, c'est aussi quelque chose à quoi il faut faire attention. D'abord, ce n'est pas la première fois qu'on utilise la dignité humaine contre l'autonomie. Il y a eu un cas en France, bon, c'est une histoire qui n'a rien avec la GPA, mais il y a une personne qui était atteinte de nanisme, donc un nain, qui, pour gagner sa vie, se produisait dans des foires où on le lançait sur... ouais. Alors, il ne se blessait pas, sur des tapis, etc. Il fallait le lancer le plus loin possible. Et les juges en France ont interdit cette pratique parce qu'elle était contraire à la dignité humaine. Alors, je ne vais pas reprendre ce cas-là. Certains ont applaudi, d'autres ont contesté. Mais c'est quoi la dignité? Alors, c'est d'abord un concept qu'on utilise abondamment et sans doute un peu trop depuis la fin de la Dernière Guerre mondiale. Mais là, on voit bien le contexte. Dire que les nazis ont violé la dignité humaine, ça ne pose aucun problème. Mais la dignité humaine, c'est un concept d'ailleurs qu'on trouve déjà au Moyen-Âge pour désigner la valeur intrinsèque de l'être humain. L'être humain a une valeur particulière, c'est sa dignité. Mais c'est quoi qui fait la valeur de l'être humain? Parce que parler de dignité, c'est un concept vide encore. Bien, dans la tradition, en tout cas, des droits de l'homme, qui est la nôtre,
ce qui fait le cœur de la dignité, c'est justement l'autonomie, c'est-à-dire la capacité de décider librement pour soi. Et donc, de ce point de vue-là, si le consentement est libre et éclairé, ça ne peut pas aller contre la dignité. Au contraire, c'est un respect paradigmatique de la dignité humaine, hein. Donc, je pense que objecter, en tout cas dans le cas de la GPA, la dignité à, à cette pratique, c'est un argument qui n'est pas solide du tout, hein. D'accord. Est-ce que tu pourrais dire ce qu'il pourrait y avoir dans un contrat Voilà. qui vise à respecter la dignité humaine, justement? Alors, c'est un peu ça, effectivement, le fond le fond du problème. Ce qui reste du problème, comme on dit, le diable se cache dans les détails, hein. C'est qu'effectivement, si on admet que la GPA n'est pas par nature ou par principe immorale, et donc il faut l'interdire. Alors après, on pourrait discuter, est-ce qu'il faut interdire ce qui est immoral? Il y a plein de choses immorales probablement qu'on n'interdit pas du point de vue juridique. Mais là, il faut quand même protéger une femme, l'enfant, etc. Donc, mais si c'est pas par principe immoral, si donc on peut réguler, moi je pense que c'est un bon principe de dire que quand on peut réguler, il faut le faire plutôt qu'interdire, hein. Eh bien, si on peut réguler, il faut qu'il y ait un contrat entre la femme et les parents d'intention, alors en passant par une agence ou pas. Bon, c'est bien qu'il y ait quand même des garanties juridiques, hein, là autour. Et c'est là qu'il faut vraiment être précis parce que il est clair que les parents d'intention veulent avoir un enfant, certes, mais un enfant en bonne santé aussi. Donc, il faudrait éviter que la mère porteuse ait un comportement qui mette en danger la santé de l'enfant, comme boire de l'alcool, fumer. On peut imaginer avoir des activités à risque, faire des sports extrêmes. Enfin, je ne sais pas si ça peut se présenter. Et donc tout ça, il faudrait que ça soit réglé. Et c'est pas rien, parce que ça peut empiéter sur l'autonomie et la liberté de la femme, parce qu'elle va être surveillée, on va l'empêcher de faire un certain nombre de choses. Il faut qu'elle puisse y consentir en connaissance de cause, hein, et que ce ne soit pas quand même tellement contraignant qu'elle devienne une sorte d'esclave. Parce que là, on aspect, tout le monde est d'accord, même dans la conception des droits de l'homme, que l'esclavage volontaire, c'est pas quelque chose d'admissible, même si c'est volontaire, hein. Il y a des choses comme ça qui peuvent être volontaires et inadmissibles. L'esclavage en est une. L'autre, c'était le cas en Allemagne, c'est l'anthropophagie. Quelqu'un fait un contrat donnant à un autre le droit de le tuer et de le manger. Ce qui avait été fait. Et il y a quand même eu condamnation, parce que quand même, mais on n'en est vraiment pas là. Mais simplement, il faut faire attention à cela. L'autre chose à laquelle il faut être très attentif, c'est de savoir, enfin, si jamais l'enfant est handicapé, qu'est-ce qui va se passer? Alors, moi, j'ai pas de recette là-dedans, mais par principe, on pourrait penser que c'est quand même les parents d'intention qui sont responsables de cela, s'il n'y a pas faute, en tout cas de l'autre côté. Mais il faudrait trouver des moyens de régler cette question-là qui serait douloureuse de toute manière et qui peut être relativement compliquée. Bien, merci Bernard pour cet éclairage. Ben, merci Cécile, c'est toujours un plaisir de pouvoir exposer ces idées.